going to do some quick Un petit peu introductions. en retard, alors je vais faire des présentations rapides. On a des panélistes, on est ravis de vous dire qu'on a Nicola Shkekogan, directrice scientifique d'une société de guérison en Alberta, Deborah Sinclair, qui est travailleuse sociale en pratique privée, qui travaille avec les femmes et les enfants en situation de violence, Lisa Matthew, qui est la directrice générale de la clinique Barbara Schleifer, et finalement Ginny Dolan-Clegg, qui est travailleuse sociale à Montréal, qui va nous parler en français. Alors, du côté anglophone, vous allez entendre l'interprétation de ce qu'elle a à dire. Alors, on va commencer. Je sais qu'on est un petit peu en retard. Alors, on va poser la question et on vous donnera la possibilité de répondre pendant 3 ou 4 minutes. Première question, étant donné tout ce qu'on a entendu à propos de l'expérience des survivantes, est-ce que ces expériences vous ont fait penser qu'il fallait changer vos façons de faire? Et qu'est-ce que vous avez changé dans votre travail suite à ce que vous avez entendu? Alors, j'ai commencé avec Déborah parce qu'elle est la première à mon écran. Alors, Déborah, à vous. Merci, Dirly. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, je vous parle de Toronto. Merci beaucoup. C'était vraiment une conférence incroyable et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Les témoignages des survivants tout au long de la conférence ont été tellement émouvants et m'ont beaucoup touchée. C'est au cœur de mon travail que je fais depuis 40 ans et ce sera le cas jusqu'à la fin de mes jours. Une fois qu'on voit les injustices, c'est très difficile de refermer les yeux et de détourner le regard. Alors, je voudrais partager quelques points avec vous et s'il vous plaît, dites-moi quand j'aurai épuisé mon temps. J'ai l'habitude de parler pendant très longtemps. Tout d'abord, je vous dirai rapidement que j'utilise un outil radical. C'est que je crois les femmes et les enfants et ce qu'ils me racontent. Je fais ça depuis toute ma vie. Elles sont au cœur de tout ce que je fais et c'est déroutant qu'en 2021, on vit toujours dans un monde que tant de survivantes tout au long de la conférence on décrit. J'entends ces descriptions tous les jours dans mon bureau. Dans presque tous les systèmes avec lesquels j'ai travaillé, on ne croit pas les femmes. On pense toujours que les femmes sont manipulatrices, menteuses, elles cherchent à avoir un rapport de force dans le système de garde des enfants. Je l'entends tous les jours. Elles doivent démontrer que c'est vrai. En tant que thérapeute, en tant que quelqu'un qui se bat contre les valeurs et les croyances coloniales et patriarcales à tous les jours, je vois que même nos alliés dans chaque secteur qui croient les femmes et les enfants et qui tiennent les femmes responsables sont toujours dans la minorité. Durant la période de questions et de réponses, je vais parler du travail de témoins experts, j'ai parlé de ce que je fais et je questionne souvent ce que font les professionnels parce que dans beaucoup de cas, la violence conjugale et le contrôle coercitif est complètement mis de côté. On parle d'un conflit élevé, mais tout le monde est sur un pied d'égalité. On ne reconnaît pas l'agresseur, on ne reconnaît pas qui crée les conflits. Et ça, c'est une peine de vie pour les femmes. Si on ne comprend pas au départ ce qui se passe, c'est horrible. Je travaille maintenant avec des enfants et des petits-enfants qui ont vécu dans ces situations. Et le contrôle coercitif, c'est la féminicide lent. Vous savez, je travaille là-dessus en Ontario. Et l'autre chose que j'ai appris des survivantes, c'est que lorsque les femmes ont une vie plus sécuritaire, elles redonnent à la société. J'ai jamais rencontré des gens courageuses, généreuses. C'est un travail sacré pour moi d'être avec ces femmes-là. Moi, la plupart de mon travail, c'est à prévenir les homicides. Dernière réflexion.
Dernière réflexion. Ah, j'ai à peine commencé. Bon, on va en parler dans la séance de questions et de réponses. Ce que je voudrais parler dans les questions et réponses, c'est l'écoute, une écoute profonde, une collaboration active. Et les femmes doivent donner leur approbation à tout ce que j'ai écrit. On écrit ensemble, même si je signe, et c'est un processus d'exposition de la vérité pour moi et pour elle. Alors, merci, Miigwech. Merci beaucoup, Déborah. Et maintenant, on entendra Nicole. Nicole, des expériences et comment ces expériences te permettent de faire les choses de façon différente. Oui, écouter les survivantes et leurs témoignages et leurs expériences signale pour moi quelque chose qu'on fait. Je parle du côté des Autochtones. La colonisation et ses impacts, on les met de côté, on n'en tient pas compte dans les expériences des femmes. Ce qui arrive, c'est qu'on les individualise. On, et on leur dit qu'elles sont malades et qu'elles ont besoin d'une thérapie ou des médicaments. Quand, et c'est individualisé en parlant de violence conjugale ou familiale, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est la violence dans la famille et dans la collectivité, la communauté. Et la violence, c'est qu'il y a une crise de colonisation pour ces femmes. Et ce qui est vraiment difficile quand on travaille avec les femmes autochtones, c'est que ces femmes ont souffert les impacts de la colonisation et on met de côté leurs expériences de racisme et de sexisme. Ce sont des jumeaux de la colonisation. Alors, on les colonise, on utilise une approche colonisée. On voudrait donner des conseils et résoudre leurs problèmes plutôt que d'écouter. On veut le faire pour elles parce que c'est plus facile de le faire pour elles plutôt que de leur permettre de les laisser continuer elles-mêmes. Et parfois, on leur fixe des attentes irréalistes. Ce qu'on fait, c'est de les forcer à faire un choix. On voudrait qu'elles soient prêtes à à faire ce changement maintenant, que ce soit le meilleur moment ou non. Et on est en train de recoloniser ces femmes-là et de les faire subir plus de violence. On le fait souvent parce qu'on est mal à l'aise en tant que prestataire de service. On ne veut pas ressentir leur douleur. On ne veut pas reconnaître les traumatismes intergénérationnels. On voudrait, il faut leur donner l'accès aux gens qui ont des connaissances de décolonisation, qui savent tenir compte des traumatismes. Si la, il faudrait pas que si la solution est la solution imposée par les tribunaux et les prestataires, il n'y a pas de solution parce qu'on voudrait que ce soit convenable pour le système. Et ça, c'est de la violence colonialiste. Et ce que je trouve important, peu importe ce que vous l'appelez, violence familiale ou autre, pour les femmes autochtones, c'est la colonisation qui est au cœur de tout cela. Alors, c'est ce que je vois dans ma pratique professionnelle. Merci, Nicole. C'était fort intéressant. Et maintenant, Deepa Mathu. Deepa, quelles sont tes réflexions là-dessus? Merci. Tout d'abord, je voudrais commencer en disant que je suis très honorée d'avoir la possibilité d'entendre des survivantes et je félicite ces gens qui ont fait un travail magnifique qui a permis à ces femmes de témoigner de leurs expériences. Moi, je travaille à la clinique depuis 25 ans et je travaille depuis 25 ans dans ce secteur et je me concentre
toujours sur la voie des survivantes, des clientes, des gens qui ont une expérience vécue. Peu importe ce qu'on utilise dans sa pratique, peu importe les mots. La personne devant moi, c'est le moteur de ce qui se passe, de son expérience. Cette personne est devant moi. C'est quelqu'un qui va prendre le contrôle. Et moi, je fais le parcours avec elle. Moi, je me suis toujours identifiée à un niveau personnel et pas comme avocat. Il faut trouver une solution ensemble et pas nécessairement pour elle. Le modèle eurocentrique, le sauveteur, je me suis toujours battue contre cela. En ce qui concerne les questions juridiques, moi, je suis avocate, alors je voudrais identifier quelque chose de très important, quelque chose qu'on vient d'entendre. Les clientes, les survivantes qui viennent à la clinique, on a fait un sondage récent et on a vu que 90% du temps, en ce qui concerne leurs besoins, elles ont besoin d'aide juridique. Et ensuite, du counseling, 80% ont besoin de logement. Le counseling et le soutien pour leur famille, leurs proches, ça c'est 70% du temps qu'ils ont besoin de cela. C'est un petit échantillon d'informations qui me fait voir que être concentré sur les services juridiques ne permet pas d'aborder la personne de façon holistique et ne permet pas à la personne de faire ses propres choix. On lui impose des services et parfois elles sont laissées pour compte sans soutien pour naviguer le système juridique. Les navigateurs, les gens qui aident dans le système juridique, c'est tellement important et c'est une solution novatrice. Et ce que j'ai entendu très clairement des témoignages, c'est qu'il faut un processus qui permet de trier les situations. Il faudrait comprendre l'individu personnellement. On fait premier arrivé, premier servi, ou on fait une évaluation selon nos normes. On ne regarde pas la situation personnelle. C'est là où on rate les solutions. On ne voit pas les solutions dont les gens recherchent. Et c'est ça que je cherche quand j'écoute profondément les survivantes. Il faut identifier aussi chez les femmes racialisées, les Noirs, les femmes immigrantes. Il faut comprendre leur violence structurelle qui découle d'un système brisé. Parfois, un système brisé n'est pas le système avec lequel il faut travailler. Alors, la réforme du système, demander à ces juges des tribunaux de la famille de se faire éduquer, sensibiliser, de comprendre que les enfants témoignent de violence, c'est de la violence aussi. Et avec cela, je vais terminer et je serai là dans la séance de questions et de réponses aussi. Merci beaucoup, Deepa. C'était très puissant et c'était très bien dit. Et notre dernière panéliste, c'est Jenny Dolan-Cake. Merci tout d'abord pour me donner la chance aussi de parler et de vous entendre aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais commencer par mentionner que je suis une femme blanche et allochtone. Pour moi, c'est important de me situer. Je suis en ce moment sur le territoire de la nation Ghanaian-Gahaga à Tiohtià:ke. C'est important pour moi de le mentionner parce que je pense que c'est important de contextualiser mes propos d'aujourd'hui. Bien sûr, les observations que je vais faire et les apprentissages que j'ai faits tout au cours, je les dois aux survivantes, à mes collègues, aux différents professeurs qui m'ont accompagnée, à mon tour, dont Dr. Cathy Richardson et l'équipe du Response-Based Practice. Ouvre ton micro! En l'histoire des survivantes, je repensais constamment à la manière dont moi j'ai été éduquée comme travailleuse sociale, mais aussi à la manière dont j'ai moi-même éduqué en étant enseignante.
et à tout mon parcours académique. La première chose que je me suis dit, c'est l'importance de faire la différence sur la manière dont les femmes résistent la violence et se protègent elles-mêmes et leurs enfants dans le contexte et l'analyse de ce qu'ils font, de ce qui est sécuritaire à un moment précis et dans un contexte précis. Cette différence de perspective se trouve à la fois dans notre manière de rentrer en relation avec les survivantes, de poser des questions et surtout d'écrire nos rapports, comme disait Déborah, qui est très souvent peut être utilisé contre les femmes dans des procédures, par exemple par la protection de la jeunesse, ou encore dans la manière de changer, de réfléchir nos organisations. L'importance de mettre la lumière sur les moyens que les survivantes et leurs enfants ont mis en place pour protéger eux-mêmes et leurs familles est très importante. En fait, une participante me disait la manière dont, comme enfant victime de violence, elle avait une fraction de 20 à 30 secondes pour courir voir ses grands-parents et les avertir de quel état était son père, donc l'agresseur, pour mieux protéger sa famille et les enfants. Mettre en lumière comment la survivante et les enfants répondent aux actes de violence pour se protéger nous aide à mieux comprendre les enjeux en termes de sécurité observés par les survivants et d'intervenir de manière plus holistique et globale. L'important de noter aussi que tous ces savoirs, ces fines façons d'y répondre dans le contexte spécifique où les survivantes se trouvent, nous luttons également, entre autres, au blâme de la mère qui est souvent utilisé dans la protection de la jeunesse. On dit souvent que la mère a failli à protéger ses enfants, mais en mettant de l'avant les actes de résistance et les manières dont elle se protégeait, on lutte contre l'idée de la psychiatrisation en fait de la mère et des actes de résistance. D'ailleurs, un point central que j'ai appris, c'est de me questionner, autant comme agente de recherche que comme professeure, que comme intervenante. Qui je suis? Qu'est-ce que je représente pour cette personne-là? Quelle violence en termes de réponse sociale déjà reçue dans leur vie je représente? Et de mettre de l'avant en posant la question, comment vous avez été reçu lorsque vous avez dévoilé la violence? Il y a également plusieurs proches qui m'ont parlé de l'importance, entre autres, d'avoir des services pour l'agresseur. Plusieurs m'ont mentionné que l'agresseur avait été dans des hôpitaux psychiatriques, dans des centres de désintoxication ou encore que les policiers étaient venus à la maison peu avant de commettre les homicides ou les tentatives d'homicide et que l'institution avait soit dans certains cas blâmé la femme de laisser l'agresseur ou soit simplement retourné l'agresseur à la maison sans noter les comportements violents et ou sans offrir de services pour contrer ce comportement violent malgré les drapeaux rouges évidents. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ce que je voulais mettre de l'avant, entre autres l'importance de mettre au cœur les actes de résistance pour respecter la dignité des femmes et de leurs enfants, mais aussi de reconnaître les violences qui sont ongoing, donc les violences qui sont continues, et de reconnaître que les violences conjugales sont dans un spectre de violences vécues par la survivante, autant dans le racisme, le colonialisme, le capacitisme, ce qui est extrêmement important de saisir pour mieux saisir les réalités des survivantes et leurs réponses face à ces violences. Donc, c'est ce que je voulais un peu vous partager aujourd'hui. Merci. Thank you very much for those words, Jenny. All of you have Merci beaucoup, Jenny. Beaucoup de matière à réflexion pour qu'on puisse changer notre pratique et afin de mettre les gens qu'on dessert en premier plan et à penser à leur contexte.